Dans cette vidéo, on va voir les notions de base entourant les régulateurs de pression. Pour la vidéo, je vais me servir de deux documents qui sont disponibles en ligne. Les liens vont être dans la description de la vidéo ici. Euh, c'est de la compagnie Swagelock. Puis un des documents, c'est les régulateurs de pression. Puis ça, c'est un document de 129 pages qui explique en gros toutes les courbes de pression puis les spécifications d'une gamme de régulateurs de pression. Mais je vais me servir de ce document-là juste pour expliquer le fonctionnement des régulateurs de pression. Ici, on voit qu'il y a des détendeurs et des déverseurs. C'est le même principe de fonctionnement, sauf que les détendeurs, ben, ça régularise la pression en aval de la valve, donc à la sortie de la valve. Donc, peu importe la fluctuation ici à l'entrée de la valve, on s'assure d'avoir toujours la même sortie, la même pression de sortie. Alors qu'un déverseur, c'est l'inverse, c'est qu'on s'assure d'avoir toujours la même pression ici, puis s'il y a une surpression, ben, la valve va sortir ici, va s'ouvrir pour assurer que le débit sorte puis que la pression reste constante le plus possible à l'entrée. Et le but de cette vidéo n'est pas de faire de vous des experts en sélection des régulateurs, mais plutôt juste de comprendre les notions de base. Puis c'est certain que si vous voulez faire une sélection adéquate ou optimale, il est préférable de communiquer avec le service technique, par exemple, de Swagelock ou d'une compagnie compétente pour faire affaire à leurs experts qui vont vous guider sur les subtilités de la sélection des équipements. Le mécanisme de fonctionnement de la valve du régulateur est assez simple, en fait. C'est qu'on a un débit ou un fluide qui est ici en amont de la valve qui essaie de passer à travers la valve pour sortir ici. Qu'est-ce qui va empêcher le liquide de sortir, ou le fluide plutôt? Bien, ça va être cette valve-là ici, ou plutôt cette composante-là, ici, puis qui est reliée c'est cette composante-là ici, qui est reliée à une tige, qui est reliée à un diaphragme ou un ressort, ben, ou les deux en fait, comme ça ici. Donc, d'un côté, on a une force ici qui veut agir sur la partie basse ici. Puis on sait que la force, c'est égal à la pression fois l'air. Donc, on a la pression du liquide, ou du fluide plutôt, avec l'air ici de contact. Ça va être ce qui va donner la force pour pousser la tige vers le haut. Une autre force qui va pousser la tige vers le haut, bien, ça va être la pression dans le liquide ici, dans le liquide en aval, fois la surface qui est ici. Donc, les deux forces, ils vont se battre pour faire fermer la valve, alors qu'il y a une force qui vient du ressort, ici, qui va essayer de la faire ouvrir, la valve. C'est avec l'équilibre de ces forces-là que la valve va ouvrir plus ou moins. Donc, moins qu'il y ait de pression à pression de sortie, bien, la force va être moins grande, donc le ressort va gagner sur le mouvement du diaphragme. Il va faire descendre la valve ici. Parfois, on a un ressort, parfois, on a un dôme. Un dôme, en fait, c'est au lieu que la force vienne d'un ressort, bien, elle vient d'une pression d'un fluide ici. Puis la pression fois l'air agit comme force. Il y a aussi des régulateurs qui ont les deux. Ils ont un ressort et ils sont testés en plus par un fluide. Puis il y a une belle vidéo qui explique de Alpha Automatisme comment fonctionnent les régulateurs. Fait qu'on voit bien le fonctionnement ici. Le lien va être dans la description aussi. Donc, si la pression à l'entrée ici demeure constante, bien, si la pression diminue à la sortie, bien, la force va diminuer sur la membrane, puis la valve va ouvrir. Fait que ça, on voit ici qu'on est en position fermée. Mais s'il y a une réduction de pression, bien, la valve va ouvrir, puis il va y avoir plus de fluide qui va passer, puis évidemment, l'équilibre des pressions va se faire, puis la valve va réguler de haut en bas pour régulariser le débit et la pression, en fait. Quand on choisit une valve normale, c'est important de comprendre le principe de CV, qui est le coefficient d'écoulement, si on veut. Un CV, on peut voir ça comme un diamètre dans le diamètre d'une ouverture, par exemple. Fait que si on a un débit qui est assez petit, avec une pression d'un côté, puis le débit passe à travers l'ouverture, bien, on a une pression différente de l'autre côté de la valve, de l'ouverture. Par contre, si on avait un gros débit avec la pression, c'est évidemment, il va y avoir plus de perte de charge ou plus de perte de pression à travers l'orifice parce qu'il y a beaucoup de débit qui essaie de passer dans un orifice qui devient un petit peu trop petit pour tout le débit qui veut passer.
Donc, le CV, on peut voir ça comme une grosseur de trou, si on veut, ou d'orifice. Puis, pour les liquides, ben, c'est égal au débit fois la racine carrée de la gravité spécifique du liquide, puis la différentielle de pression entre l'aval et l'amont. Ça, c'est simple comme ça pour les liquides. Pour les gaz, c'est le même principe, mais c'est pas égal, c'est comme proportionnel aux mêmes valeurs. Donc, c'est proportionnel au débit, à la gravité spécifique du fluide ou du gaz et la différentielle de pression. Mais là, la formule change un petit peu selon si on est si on est dans une vapeur qui est surchauffée, si le débit est comme il y a choke flow qu'on appelle, c'est un débit comme étouffé, il y a trop de débit qui essaie de passer, le gaz se comporte un petit peu différemment. Donc, la formule de CV va varier, mais c'est quand même proportionnel aux mêmes constantes. Ça, c'est quand on choisit une valve ou un appareil normal, si on veut. Mais ça ne s'applique pas du tout pour les régulateurs. En fait, le principe de CV va s'appliquer quand on va être trop au bout, quand le régulateur va être complètement ouvert, qu'il n'y aura pas de régulation possible. Bien là, le régulateur complètement ouvert ben, aurait sa particularité d'orifice comme ceci. Mais en temps normal, ça fluctue comme ça. Fait que la valeur de CV n'est pas applicable pour choisir. Il ne faut pas se servir du CV, en fait, pour choisir un régulateur. Pour le régulateur, on donne le CV juste comme pour donner une idée de l'ouverture maximum, pour un peu se donner une idée de la grosseur de valve et des débits possibles, mais ce n'est pas avec le CV qu'il faut arrêter notre sélection. Donc, pour choisir un régulateur, il faut se servir d'une courbe de débit. Dans une courbe de débit, on a toujours le débit qui est dans l'abscisse, puis la pression de sortie en ordonnée. On peut voir que dans une courbe de débit, c'est que pour un même ajustement de régulateur, à mesure que le débit augmente, la pression de sortie va diminuer. Fait que même si on ne touche pas à l'ajustement du ressort, ben, la pression va diminuer. Ça, c'est juste un effet des conséquences du mécanisme du régulateur. Donc, on peut séparer la courbe de débit en trois sections. La première section ici, qu'on appelle le lock-up, ou en français la perte de charge du siège de blocage, ici, c'est que quand on voit que plus que le débit est petit, plus que la pression augmente de sortie. Donc, la pression va augmenter ici à mesure que le débit rapetisse, puis à un moment donné, le mécanisme va comme se fermer d'un coup sec. Puis c'est ça qui fait le lock-up qu'on appelle. Puis en vrai, on va voir plus sur d'autres courbes tantôt, mais la pression vient augmenter vraiment drastiquement à la fin, ou bien au début quand il n'y a pas beaucoup de débit. Ça, c'est le lock-up. L'autre section de la courbe de débit qui est importante à comprendre, c'est ici. Ça, c'est le débit critique ou le choke flow. Ça, c'est à l'inverse, c'est que quand il y a beaucoup, beaucoup de débit, la pression diminue. La pression en diminuant, ben, fait juste ouvrir de plus en plus la valve. Fait que la valve soit ouverte comme ça ou qu'elle soit ouverte, j'exagère, mais comme ça ici, même si peu importe l'ouverture de la valve, mais le débit qui passe va être toujours le même. Fait que c'est comme si la valve était tout simplement à pleine ouverture. C'est là que la notion de CV peut rentrer en ligne de compte. Fait que le CV, c'est comme l'ouverture maximum du régulateur. Mais ce n'est pas la plage d'opération normale d'un régulateur, parce qu'à cette partie-là, le régulateur ne fait pas sa job de réguler. Donc, on peut comprendre que la plage idéale de fonctionnement, c'est celle-là ici. Même si la plage idéale, ce n'est pas la plage parfaite, parce qu'une plage parfaite serait que, l'utilisation parfaite, c'est que peu importe les débits, la pression de sortie demeurerait constante. Mais quand même. Donc, si on a une plage d'utilisation idéale qui est celle-là, on voit quand même qu'il y a une diminution de pression selon le débit. Puis, ce phénomène-là s'appelle la baisse graduelle de la pression de sortie, ou en anglais, on appelle ça le droop. Donc, c'est certain, selon les conceptions de différents régulateurs, ben, il va y avoir des courbes qui vont être moins favorables, d'autres qui vont être plus droites. C'est pour ça que c'est important de choisir le bon régulateur, de connaître la pression d'entrée et la pression de sortie et le débit d'utilisation. Donc, si on veut, par exemple, si on sait qu'on va se tenir à 2000 litres par minute, puis on va être avec, exemple, 4.2 bars, ben, on sait que le régulateur va quand même fonctionner bien dans cette zone-là ici. C'est important vraiment de connaître nos conditions d'opération pour choisir le meilleur régulateur possible. Un autre paramètre qu'il faut tenir en ligne de compte, c'est l'effet de la variation de pression, ou le SPE en anglais, qui est le Supply Pressure Effect.
En fait, ce que c'est que si la pression d'alimentation diminue, la force qui va être exercée sur la valve ici va diminuer. Donc, la valve va ouvrir. Donc, il va y avoir une plus grande pression à la sortie parce qu'il y a plus de fluides qui vont passer au travers. Donc, à mesure que la pression d'entrée diminue, ben, la pression de sortie va augmenter. Puis ça, évidemment, il y a des façons de diminuer l'effet. Si on peut assister le ressort avec une ligne d'air supplémentaire qui va tenir compte de cet effet-là. Mais il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut juste en fait en tenir compte pour s'assurer que la variation de pression n'affecte pas de façon dramatique notre procédé. Ou on peut aussi mettre un régulateur en amont du régulateur pour s'assurer de minimiser les variations de pression. Un autre phénomène qui va être observé lors de l'utilisation d'un régulateur, ce n'est pas nécessairement critique pour la sélection du régulateur, mais il faut comprendre, il faut être au courant que ça existe, c'est l'hystérésis. L'hystérésis, c'est que la courbe de débit versus la pression de sortie va être différente si le débit est en croissance ou en décroissance. Voyez-vous, si on part par exemple de 1000 litres minute, puis on descend, on augmente le débit jusqu'à 3500, on va suivre la courbe inférieure ici. Mais si le débit part de 3500 pour monter à 1000, on va suivre la courbe qui est sur le dessus ici. Donc, ce n'est pas vraiment grave. Souvent, l'hystérésis n'est pas si grande que ça, mais il faut être au courant. Parce que, voyez-vous, mettons, pour 1500 litres minute, mais la pression peut être soit de, exemple, 4,5 bars ou de, mettons, 4,8 bars, selon si le régulateur est en ajustement en débit croissant ou décroissant. C'est pas un gros facteur habituellement, mais il faut être au courant que ça existe. Un autre item qu'il faut prendre en compte, c'est le type de gaz qui rentre dans le régulateur. Voyez-vous, les courbes sont souvent faites pour de l'azote, mais si on veut utiliser la courbe pour d'autres sortes de gaz, il faut multiplier le débit qu'on obtient par ce ratio-là ici, qui est le facteur de correction pour l'azote qui est ici, le référentiel qui est 0,97, puis on multiplie, on divise par le gaz qu'on utilise ici. Fait que si on utilisait, exemple, de l'argon, il faudrait diviser 0,97 par 0,84, puis on fait la racine carrée de tout ça, puis tout ça, on le multiplie au débit. Donc, la courbe resterait la même. Si, par exemple, on avait un facteur de correction, je dis n'importe quoi, de, mettons, x2, la courbe resterait la même, sauf qu'ici, on aurait 1000, on aurait 2000 ici, on fait juste multiplier par 2, 3000 ici. Donc, la courbe reste la même, mais les valeurs ici vont changer selon le facteur de correction. Le facteur de correction peut dépendre du type de gaz, mais aussi de la température. Les courbes ont été faites à 20 degrés Celsius ou 70 Fahrenheit. Donc, il n'y a pas de facteur de correction si on utilise le gaz à cette température-là. Mais si on descend beaucoup ou on augmente de beaucoup la température, là, il faut vraiment appliquer le même facteur de correction du même principe qu'on le fait pour le gaz. Maintenant qu'on comprend mieux les courbes de débit, on peut apprécier des courbes de débit de manufacturiers. Puis on voit ici que, par exemple, pour la même pression de sortie, par exemple, si on prend les courbes noires, pour une régulation de 0 à 34 bars, selon la pression d'entrée, la pression de sortie va varier. Voyez-vous la partie utile d'utilisation, la plage utile d'utilisation, est plus grande si on part avec 2200 PSI versus 500 PSI. Fait que pour la même régulation, la pression d'entrée va faire une variation. Puis pour la même pression d'entrée, si on varie, si notre pression de régulation, ce n'est pas 34 bars, mais on veut se rendre juste à 17, par exemple, les courbes vont diminuer. Fait qu'on voit que les courbes se ressemblent, mais pour la pression de régulation, ils vont être juste décalés vers le bas. Fait qu'il est possible de dire, si, mettons, nous, on ne veut pas 34 ni 17, mais on voulait, par exemple, 25, on pourrait faire l'interpolation entre les deux courbes. Ça ne serait pas précis, mais ça serait quand même une bonne approximation. Parce qu'il faut comprendre que les courbes qui sont dessinées là, c'est vraiment des courbes qui ont été dessinées suite à des tests en laboratoire. Donc, c'est vraiment, vraiment précis. Mais si on déroge de ces courbes-là, là, on déroge un peu du test qui a été fait, des tests qui ont été faits, puis ça donne quand même des bonnes approximations, mais ce n'est pas tout à fait sur la coche, on pourrait dire. Donc, maintenant qu'on connaît un peu plus les régulateurs, si on veut un document du début qui a 129 pages, on voit qu'il y a plusieurs sortes de régulateurs avec plusieurs caractéristiques, avec plusieurs types de vent, puis avec plusieurs courbes, plusieurs spécifications. C'est important de bien comprendre comment ça fonctionne pour être capable de bien choisir, mais vraiment l'important, c'est vraiment en fait, parler aux spécialistes qui vont vraiment fournir les valves, puis vont vraiment vous conseiller sur la meilleure sélection possible.
Ben, j'espère que c'est clair.